C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. Une question, le gouvernement belge a-t-il financé des milices libyennes avec les intérêts d'avoirs libyens placés en Belgique? Ces avoirs avaient été gelés à la demande du Conseil de sécurité de l'ONU après la chute de Mouammar Kadhafi. Nos confrères de la RTBF ont mené l'enquête. Un juge d'instruction a été saisi. Nous ferons le point avec notre correspondante à Bruxelles, Alix Le Bourdon. En Guinée, le principal opposant empêché de participer à une manifestation. Les forces de l'ordre l'ont bloqué à son domicile. Des heurts ont éclaté près de chez lui. L'opposition parle de 1 mort et au moins 5 blessés. À suivre dans un instant les réactions de l'opposant et celles des forces de l'ordre. Et puis ce soir, nous allons décortiquer le rapport de la Fondation Mo Ibrahim, un rapport sur la bonne gouvernance en Afrique. Aïchaba Diallo est notre invitée, membre de la Fondation. Elle nous dressera le bilan de ces 10 dernières années. Nous évoquerons avec elle les plus grosses lacunes sur le continent. Un scandale d'État va-t-il secouer la Belgique? Les révélations de nos confrères de la RTBF vont en tout cas dans ce sens. L'affaire concerne des avoirs libyens placés en Belgique et gelés après la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011 à la demande du Conseil de sécurité de l'ONU. Les intérêts de ces avoirs n'ont pas été gelés et ont disparu. Le gouvernement fédéral belge est soupçonné d'avoir financé avec cet argent des milices libyennes. Nous retrouvons notre correspondante à Bruxelles, Alix Le Bourdon. Alix, cette affaire a éclaté en 2017 et elle connaît déjà de nombreux rebondissements. Alors pour bien comprendre cette affaire, il faut remonter à la fin de l'année 2011 et la mort du leader libyen Mouammar Kadhafi, après laquelle le Conseil de sécurité de l'ONU avait imposé le gel des avoirs libyens. Le but, évidemment, a été d'éviter que l'argent du clan Kadhafi se retrouve entre de mauvaises mains. Alors à l'époque, comme beaucoup d'autres pays, la Belgique s'était exécutée et avait gelé plus de 14 milliards d'euros d'avoirs qui étaient logés dans 4 différentes banques dans le pays. Le problème, c'est que les intérêts et les dividendes n'auraient pas été gelés, ce qui signifie que dès 2012, 5 milliards d'euros ont quitté ces comptes. Alors on ne sait pas très bien où est cet argent, mais en tout cas, un rapport de l'ONU publié en septembre accable l'État belge. Et plus troublant encore, vous en avez parlé, c'est cette enquête de nos confrères de la RTBF qui cite une source anonyme selon laquelle l'État belge aurait financé des milices libyennes, milices responsables de trafic d'êtres humains. Alors cette source anonyme évidemment ajoute qu'il pourrait s'agir d'un scandale gravissime pour la Belgique puisque l'on parle évidemment du financement d'une guerre civile pendant plus de 7 ans. Merci beaucoup Alix Le Bourdon. Nous suivrons bien entendu avec vous cette affaire en Belgique. En Guinée, l'ancien Premier ministre et chef du principal parti d'opposition, Selouda Diallo, a été empêché de se rendre à une manifestation non autorisée ce mardi. Il a été bloqué par les forces de l'ordre à son domicile. Des véhicules, dont des camions à eau et des pick-up de la police anti-émeute, étaient stationnés près de chez lui, où des manifestants s'étaient rassemblés pour le soutenir. Des affrontements ont éclaté. L'opposition parle d'1 mort et d'au moins 5 blessés. Écoutez Selouda Diallo, puis le général Camara, représentant des forces de l'ordre. Nous ne reculerons pas. Je l'ai dit, que chaque citoyen se défende là où il est. Parce qu'il y a une dictature maintenant qui est en train de s'imposer au peuple. Il faut que le peuple se mobilise. Et je suis fier, heureux de constater que les Guinéens sont mobilisés pour ça, pour dire non. Les gens librement, volontairement, sont restés chez eux pour marquer justement leur désaccord avec cette gouvernance d'Alpha Condé. Nous avons jugé utile qu'il reste pour la journée d'aujourd'hui à la maison. Il veut aller rendre visite à un parent, il veut aller à l'hôpital, il veut aller à un baptême. On est prêt à assurer, mais les mouvements de foule autour de lui, pour faire quoi que ce soit, des meetings ou des campagnes, c'est interdit par l'autorité. Donc nous assurons sa sécurité, mais nous respectons l'instruction que nous avons reçue de l'autorité civile. Retour à la normale à Tunis après l'attaque terroriste perpétrée sur l'avenue Habib Bourguiba, une attaque qui a fait 20 blessés. La présence policière a été renforcée alors que l'enquête se poursuit sur le profil de la kamikaze. Pour l'instant, l'attentat suicide n'a pas été revendiqué. Les enquêteurs évoquent un acte isolé. Mounia Kassem. Un acte isolé et artisanal. Telles sont les premières conclusions des autorités tunisiennes au lendemain de l'attentat suicide qui a frappé la capitale. Le pôle antiterroriste a révélé certains détails de l'identité de la kamikaze. Âgée de 30 ans, elle était titulaire d'une licence en anglais des affaires. La jeune femme n'était ni fichée, ni connue pour ses antécédents ou son appartenance religieuse. L'assaillante était originaire de Zorda,
petite localité de la région de Mahdia, dans l'est du pays. Selon sa famille, la jeune femme diplômée depuis 3 ans n'avait jamais trouvé d'emploi dans son secteur, mais travaillait parfois comme bergère pour les aider. Si les enquêteurs en savent plus sur son profil, ses motivations en revanche restent pour le moment inconnues. La terroriste a déclenché sa charge explosive lundi sur la principale artère de la capitale contre les forces de police. Une vingtaine de personnes a été blessée, en majorité des policiers. En déplacement en Allemagne, le président tunisien a appelé à faire toute la lumière sur cet attentat. J'espère que les responsables à Tunis étudieront les causes et les conséquences de l'attaque, pas seulement ses aspects superficiels, car cette attaque visait l'État, son autorité et le prestige du pays. Les forces de sécurité tunisiennes sont régulièrement frappées par les groupes djihadistes armés qui opèrent notamment dans les zones montagneuses à la frontière avec l'Algérie. L'état d'urgence reste donc en vigueur, une mesure maintes fois prolongée depuis la série d'attentats meurtriers à Tunis